moi, je veux qu'ils me prouvent qu'on travaille, etc. Par exemple, quand je fais les oraux, je dis, les 4 premiers, vous avez des points boni. Donc là, tout le monde veut être premier. Mais c'est ça. C'est ça. Là, tout d'un coup, les mains se lèvent. C'est ça. C'est ça. Je vais commencer. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de l'heure dorée. Cette semaine, je reçois Emmanuel Sorret, enseignant au niveau de la langue française depuis plusieurs années. Âgé d'une 60aine d'années, on va passer à travers son parcours de vie ainsi que les défis et les réalisations qu'il a fait. Donc, bienvenue Emmanuel. Merci, bienvenue, je suis content d'être là. Super, moi aussi, je suis contente de te recevoir sur le podcast. Donc, pour commencer, tout d'abord, est-ce que tu peux me dire ton lieu de naissance, ton année d'immigration au Canada et comment était au niveau familial, comment c'était? Ok, alors je suis né en France, dans le département de la Seine-Maritime en Normandie, dans la petite ville de Grand-Couronne. Je suis né dans la maison de mes grands-parents paternels. Je suis arrivé au Canada en 1990 et je m'aperçois aujourd'hui que ça fait 33 ans que j'ai vécu en France et 33 ans que j'ai vécu au Canada. Donc là, tu étais vraiment à la moitié de ma vie, dans chaque pays. Super. Donc c'est assez marrant, quoi. Oui, puis en même temps, tu peux vraiment comparer les deux systèmes. Les deux systèmes. Tout à fait. Je peux voir ce qui est bien d'un pays, ce qui est moins bien, etc. etc. Donc, tu as vécu 33 ans en Europe. 33 ans en France, 33 ans au Québec. Puis, comment c'était ton enfance en Europe? Comment c'était la vie familiale? Alors, la vie familiale, moi, j'étais d'une famille... au départ, mon père avait une entreprise qui a fait faillite, donc il s'est retrouvé agriculteur. Donc, à partir de 10-11 ans, on travaillait à la ferme. C'est-à-dire qu'on allait traire les vaches avant d'aller à l'école, là, par exemple. Et puis les week-ends, on nettoyait les porcheries, en tout cas, on faisait des travaux de ferme. On était une famille de 5 enfants, 4 garçons, une fille. Et tu es où dans le rang? Alors moi, j'étais au milieu. C'est-à-dire, je suis le troisième. Mon frère aîné est décédé très jeune, à 34 ans d'une crise cardiaque. Après, j'ai mon frère second. Moi, je suis arrivé le troisième. J'ai mon petit frère qui, lui, a fait aussi... qui est agriculteur aussi. Et j'ai ma sœur en dernier. Donc, voilà, qui travaille dans le monde social, etc. Et est-ce qu'ils ont immigré ici avec toi ou sont Pas du tous tout. en France? Je suis tout seul à avoir immigré. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Mon grand-père maternel était quelqu'un qui avait déjà émigré à droite à gauche aussi. Et mes oncles et tantes m'ont toujours dit que je lui ressemblais beaucoup. Et c'est assez bizarre parce que moi, j'ai émigré aussi comme lui, il a pu le faire. Fait que lui, c'est un des premiers là, de la famille à avoir beaucoup voyagé. Puis, c'est ça. Et qui a fait malheureusement la guerre, etc. Mais bon, ça, c'est une autre chose, quoi. Donc, voilà. Puis, comment c'était le système scolaire? Alors, système scolaire, j'ai fait le primaire, j'ai fait le secondaire, mais j'ai décroché à 18 ans en secondaire 5 et je suis parti à l'armée de l'air. Je me suis engagé pendant 5 ans, sauf que j'ai fait que 2 ans. Alors, je me suis engagé dans l'armée de l'air parce que je voulais être à tout prix pilote sous-officier. Mais malheureusement, j'ai échoué, non pas par mon intelligence, mais par ma conception physique. Ils étaient très pointus, et comme je suis, daltonien, ils m'ont refusé, parce que c'est très pointu quand même l'aviation, okay. Donc ils m'ont refusé. Donc je suis resté 2 ans, je suis parti. Après ça, j'ai travaillé dans le pétrole pendant 15 ans, donc dans une raffinerie de pétrole. Et pendant cette période-là, comme je faisais des 3-8, c'est-à-dire c'est soit 5 heures du matin à 1 heure, soit 1 heure, 9 heures, soit 9 heures à 5 heures. En tout cas, il y avait un roulement. Avec un copain, on a décidé de reprendre mes études. Donc, j'ai passé à ce qu'on appelle un bac
un ESCEA, si tu veux. Et après ça, ce qui m'a permis de rentrer à l'université. Et à l'université, j'ai fait la psychologie. OK. Et Donc, tes études étaient toutes en France. étaient toutes en France. OK. Sauf que, pourquoi je suis venu ici au Canada? Pour 2 raisons. La première, c'est que lorsque j'avais ma belle-sœur qui travaillait dans le service scolaire, elle m'avait dit qu'il recherche des profs, etc. Donc moi, je me suis présenté et je n'avais pas mon baccalauréat, mais j'avais un diplôme supérieur. Donc lors de l'entrevue, ils m'ont dit non, on ne vous prend pas parce que vous n'avez pas votre baccalauréat. Mais j'ai dit attendez, j'ai mon baccalauréat, mais j'ai plus que ça puisque j'ai un... Alors ils m'ont dit oui, non, il faut avoir le baccalauréat. Là-dessus, j'ai écrit au ministre des ministres de l'Éducation à l'époque, avec des cartes électorales d'amis qui étaient dans l'enseignement. J'ai envoyé tout ça et je n'ai jamais eu de réponse. Donc, je suis parti au Québec pour la deuxième raison, c'est que je voulais apprendre à piloter des avions. Donc, parce que ça a toujours été mon rêve d'enfant depuis l'âge de 4 ans. Et ce que j'ai su après, c'est qu'un an après, le gouvernement a décidé que c'était le diplôme le plus élevé qui faisait foi. Donc j'ai dit, allez hop, je m'en vais, c'est pas grave. Donc c'est ça. Fait que tu avais pris ta décision en fonction du fait qu'il t'avait refusé. Refuser ça, plus le fait de vouloir piloter des avions. C'est une carrière assez diversifiée. Oui, pas mal. Écoute, c'est assez sympa. Puis qu'est-ce qui t'a attiré à l'enseignement? Alors, quand je suis arrivé ici au Québec, j'ai voulu continuer la psycho, sauf qu'on m'a dit, non, il faut reprendre au départ, etc. Donc, alors, ils voulaient bien me reprendre en recherche parce que j'avais un bon degré, mais il fallait que je recommence tout mon cursus. Alors, j'ai dit non. Et j'ai été voir l'enseignement parce que ça m'intéressait aussi. Et à l'enseignement, ils m'ont reconnu 1 an et demi de cours, si tu veux. OK. Donc, j'ai fait... Le reste, l'an et demi, je pense, donc c'est 3 ans. Enfin, c'est ça, en enseignement. Donc, okay. Donc ça m'a plu tout à fait. Donc j'aimais ça, et puis les cours étaient intéressants, etc. Donc, j'étais... Et quand tu as fait ton bac, dans le fond, ton bac en enseignement, est-ce que c'était certain que tu t'en allais en enseignement en français? Oui. Ou... Non, c'était certain. Tu voulais peut-être général. Non, alors, la seule chose, c'est que j'ai fait c'était des études de langue première, sauf que ma carrière a été seulement qu'en langue seconde. J'ai toutes faites les écoles en langue seconde. Donc, même dernièrement? Même dernièrement. Là, non, parce que je suis à la retraite, mais on est venu nous rechercher. Là, je suis en langue première, mais sinon, toute ma carrière était en langue française et langue seconde. Donc, j'ai fait à toutes les écoles, j'ai fait la plupart du temps, même tout le temps, des écoles privées, en fin de compte. Anglaises, mais qui enseignaient le français. Puis... Dans tout t'as environ 30 ans, près de 30 ans de carrière. Oui. À quel endroit t'as enseigné? Est-ce que c'est exclusivement au Québec? Alors, non. Alors, j'ai enseigné donc à Montréal dans différentes écoles anglaises. Et après ça, la première chose, j'ai enseigné dans une école de jeunes filles, seulement des jeunes filles. Et là, j'ai eu des petites difficultés avec la direction. Donc là, j'ai décidé de partir. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle des foires mondiales, si tu veux, grosso modo, où là, il y a différents directeurs d'école qui viennent et qui recherchent des profs dans différents domaines. Et moi, j'ai été contacté, alors j'avais donné mes CV, etc. Donc on s'en va là-bas pour se présenter, etc. Et là, on rencontre des directeurs et puis ils vous disent... Et là, je suis tombé sur une directrice libanaise qui était intéressée par mon cursus, etc. Et elle m'a dit, moi, je vous fais une proposition de 2 ans au Liban, etc. Donc là, je suis parti enseigner au Liban, dans une école qu'on appelle l'international, l'école internationale, si tu veux. Donc là, j'ai fait 2 ans et ils m'ont renouvelé 1 an de plus. Donc je suis parti. Donc j'ai fait 3 ans au Liban. En langue seconde? Non, c'est langue première. Là. Langue première. Parce que c'était des gens qui avaient un cursus. Parce qu'au Liban, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens ont plusieurs passeports.
parce que justement, comme c'est pas un pays très stable, les gens préfèrent partir s'il y a quoi que ce soit. Donc j'avais des Libanais qui avaient le passeport français ou canadien ou américain, etc. OK. Donc là, je suis parti là-bas. Ça a duré 3 ans. Après ça, je suis parti en Égypte. Alors ça, en Égypte, ça s'est un peu mal passé parce que, comment je pourrais dire, c'était dans une école musulmane. Alors là, c'était terrible parce que j'avais la première année jusqu'à le baccalauréat, donc j'avais un panel de cours énorme. Et Dans le fond, tu avais des étudiants de différents âges. c'est ça. Les petits, c'était 6-7 ans. Et puis j'avais les 18 ans, etc. Donc, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a duré même pas 3 mois parce que j'ai eu un problème avec des élèves. En tout cas, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si ça peut intéresser les gens de le savoir. OK. Donc, un jour, un élève dans une classe m'apporte un livre avec une couverture. Il me dit... Monsieur, il y a quelqu'un qui a oublié. Je lui dis, OK, pas de problème, on le pose là et puis on verra après. Et un jour ou 2 jours après, j'ai été convoqué par la direction qui m'a dit, vous avez jeté le Coran. Je lui ai dit, pardon. On m'a accusé d'avoir jeté le Coran. Je lui ai dit, quel Coran Alors elle me dit, oui, les élèves vous accusent d'avoir... Je lui ai dit, écoutez, j'ai jamais fait ça du tout. Alors ils ont convoqué les élèves ont dit, oui, il l'a fait, alors que c'était pas vrai. Et donc ça s'est terminé un peu... Alors, la direction m'a demandé de s'excuser, mais je lui ai dit pourquoi m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et donc, ça a traîné, donc je me suis excusé. Puis en fin de compte, ils m'ont dit, je ne sais pas, un jour après, ils me disent non, vous enseignez plus, etc. Donc je suis reparti rapidement de cette école-là. J'en ai profité pour visiter un peu, comme j'étais payé, et j'en ai profité pour pour voyager un peu, voir... les beaux monuments du Caire. Donc, en plus d'être polyvalent professionnellement, tu es également globe-trotteur, on pourrait dire ça comme Ouais, ça. j'aime ça. Avais-tu des craintes au cours de tes déplacements, vu que justement, tu t'en allais dans des pays qui étaient alors au Liban, on se promenait, j'avais acheté un scooter et on se promenait parmi les tanks. Donc, mais il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait rien. Et le problème du Liban, ce n'est pas les gens, les musulmans ou les chrétiens, c'est la politique. C'est ça le problème. C'est la politique qui crée le problème. Parce que les gens entre eux, il n'y avait aucun problème. Donc, on se promenait. Alors, la seule chose, c'est que le jour où je suis parti, le lendemain, ils bombardaient l'aéroport. Donc, une petite guerre qui n'a pas duré longtemps, de toute façon, mais ça a été assez spécial. Et puis, en Égypte, comme j'avais la chance d'avoir une chef de département qui était égyptienne, quand j'étais à mon premier emploi, elle m'a dit, je vais te donner le nom de ma nièce qui est avocate. Donc j'ai appelé l'avocate, et l'avocate qui était au Caire, elle m'a dit, monsieur Soré, prenez vos valises et partez le plus rapidement possible. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec l'histoire du Coran. Avec l'histoire du Coran, c'est ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est ça un peu le côté mauvais de la chose, quoi. Donc après, je suis rentré en France et puis je suis revenu ici à Montréal, réenseigner dans une école anglophone encore. Puis là, est-ce que tu as terminé ta carrière dans cette école-là? Non. Alors après dans cette école-là, je faisais un remplacement d'1 an. Et après, je suis retombé dans une autre école, anglaise aussi, où là, je suis resté 12-13 ans, je crois, jusqu'à ma retraite, quoi. Jusqu'à ta retraite. Donc, c'est ça. Durant toute ta carrière, tes différents emplois aussi que tu as occupés, est-ce que tu as un moment, un fait cocasse ou de fierté que tu pourrais nous raconter? Alors, il y en a un professionnel et il y en a un personnel. Le personnel, c'est que la première fois où je suis monté dans un avion, je suis parti avec mon instructeur, on est parti en vol pour apprendre un peu, etc. Et... sauf qu'il y a eu une tempête de neige. Donc on est revenu, on ne voyait rien du tout, on ne voyait plus le terrain d'atterrissage, on ne voyait plus rien du tout. Et on a réussi à atterrir, mais à l'aide de la radio, etc., etc. Donc ça, c'était assez impressionnant. Mais, comment tu t'es senti au vol? C'est-à-dire que dans la neige, qu'il faut savoir que quand on est dans une tempête, on n'a plus le sens du tout de l'orientation. On ne sait pas si on vole sur le ventre, si on vole sur le dos, on ne sait pas du tout.
on perd complètement la notion. C'est quelque chose d'assez spécial. OK. Donc, c'est seulement les instruments qui nous permettent de dire si l'avion Et est dans dans le le bon bon sens. sens. Mais c'est très spécial de vivre ça. Même dans les nuages, c'est la même chose. OK. On perd complètement la notion, on ne sait pas comment on est. Donc, heureusement qu'on a les instruments qui nous permettent de dire... Parce que dans le fond, tu ne vois pas l'horizon. Non, tu vois rien du tout. Tu Tu vois rien du tout. C'est assez impressionnant. Alors, le deuxième truc cocasse qui m'a fait rigoler, mais bon, rigoler, puis c'est arrivé dans une classe, il y avait un examen, et je dis à mes élèves, écoutez, vous avez le droit pour l'examen à votre dictionnaire français-anglais. Et là, il y a une élève qui lève la main, qui dit, monsieur, est-ce que j'ai le droit au dictionnaire anglais-français ? Donc, ça m'a fait sourire. Les autres élèves vont rigoler. Donc là, j'ai essayé de me retenir. Mais c'était tellement... ça m'a fait rire. Elle a fait, Ouais, elle a juste changé ouais, c'est ça. les mots. Elle n'a pas compris que si c'est français-anglais, c'est anglais-français aussi. Donc ça, c'était un bon... puis on en a beaucoup d'anecdotes dans l'enseignement parce que là, la dernière fois, il y avait j'ai fait un texte sur l'argumentation, c'était sur la transformation génétique, etc. Et puis il y a une élève dans sa copie qui me dit « Oui, les agriculteurs mangent de la luzerne. » Donc, parce qu'on parlait de luzerne, des transformations de la luzerne dans les textes, et puis elle m'écrit ça « Oui, les agriculteurs mangeaient de la luzerne. » En tout cas, il y a toujours des choses cocasses qu'on a dans l'enseignement, ce qui est très sympathique, quoi. Donc, puis, ça doit t'amener aussi beaucoup de comment dire, au niveau de la créativité, parce que vous travaillez les textes, ces choses-là. Des fois, tu vois, l'imaginaire peut être... Ah oui, il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'on est dans un monde informatique, etc. Donc, moi, dans toutes les écoles anglaises, tous mes élèves avec l'ordinateur, tous les moyens techniques, si tu veux. Et alors que maintenant, dans le public, là où je fais un remplacement, ils n'ont rien de ça, quoi, si tu veux. C'est un monde différent, quoi. Mais non, c'est intéressant parce que d'abord, tu essayes de leur ouvrir. Moi, j'aime ce métier parce que d'abord, j'ai un contact avec les élèves, ce qui me permet de rester quand même assez jeune d'esprit. La deuxième chose, c'est que moi, quand je ferme la porte, je suis maître. Même si j'ai une direction ou quoi que ce soit. Je suis chef d'orchestre. Je suis chef d'orchestre, je fais ce que je veux. Bon, alors... J'enseigne beaucoup, mais ça c'est le côté français, un peu sarcastique, mais j'aime le borderline. C'est-à-dire que les élèves ne savent pas si je rigole ou si je suis fâché. Et ça, je pense que les élèves aiment beaucoup ça. Et l'autre chose, c'est qu'il faut, si on veut avoir que ça passe très bien, il faut avoir une très bonne connexion avec nos élèves. Ils doivent sentir que tu les aimes bien, si tu veux. Donc, si tu arrives à formuler ça, tu vois, après, tu passes une année formidable, etc. Et dans toute ma carrière, c'est rare que j'ai eu des problèmes avec mes étudiants ou quoi que ce soit. C'est très, très rare. Puis tu as un bon sens de l'humour. Je pense que ça j'ai aussi un ça bon sens de l'humour. Un bon lien. Oui, et puis je leur dis que, par exemple, je suis nul en maths. Moi, à chaque fois, je corrige, je compte les points. Je dis à mes élèves, surtout recompter. Et puis recompter. Et puis à chaque fois, ils me disent, monsieur, vous avez oublié 2 points. Ou monsieur, vous m'avez mis 3 points. Et je leur dis que quand t'en mets en trop, tu leur laisses. Puis quand t'en mets en moins, tu leur dis de le rajouter. Bien sûr, je peux pas leur dire, non, je te retire des points. Non. Mais, quand t'en as mis en trop, t'acceptes. Mais quand t'en as mis en moins, tu leur mets le plus haut. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est important pour moi. Et de leur montrer que, je leur dis, moi, je ne suis pas intelligent. J'ai beaucoup de savoir, mais je ne suis pas intelligent. Fait que tu démontres que tu n'es pas nécessairement supérieur à eux. C'est ça. Je suis pas... j'ai des connaissances, d'énormes connaissances, mais je ne suis pas Dieu, si tu veux. Je ne suis pas quelqu'un de... Puis tu es comme complice dans leur apprentissage. Et je suis complice. Et j'essaye de leur apporter des valeurs qui sont un peu différentes du monde. Parce que je trouve, par rapport à ma génération, mais je parle de ça, c'est que je trouve ils suivent beaucoup. Ils sont pas rebelles comme nous, on l'a été. On est un peu plus suiveux. Suiveux, c'est ça. Alors je leur dis, mais c'est pas le gouvernement qui va... n'écoutez pas toujours le gouvernement. J'essaye de leur faire comprendre qu'ils soient responsables d'eux et qu'ils n'écoutent pas, qu'ils prennent pas que lorsqu'on dit quelque chose dans un journal ou qu'on lit quelque chose, que c'est quelque chose d'acquis. Il faut qu'ils arrivent à trouver... à le questionner, à se remettre en question, etc. etc. Donc ça, c'est important pour moi.
Ayant vécu au sein de 2 sociétés où la langue de Molière est présente en majorité, comment considères-tu l'évolution de cette langue auprès de la communauté? Alors, ici au Québec, c'est bien différent. Par exemple, là en ce moment, je suis dans une école publique et je n'ai que des immigrants. Je n'ai aucun Québécois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là parlent au moins 3 langues. De leur origine, l'anglais, parce que ça s'apprend facilement, et le français. Alors, je m'aperçois que dans les classes, dans ces écoles-là, le français, si on n'insiste pas à leur dire « vous devez parler français », ils ont tendance à passer à l'anglais directement. Donc là, moi, je suis très à cheval là-dessus. Je leur dis non, c'est français. L'anglais, on sait, tout le monde peut l'apprendre, c'est facile. En plus, vous avez vos langues, etc. Il faut améliorer son français à tout prix. Et le problème, je pense, du gouvernement, c'est qu'ils ne sont pas... Moi, je vois là, avec cette classe-là où ils sont que des immigrants, on me fait enseigner la langue première. Et là, je ne suis pas d'accord. Il faut leur enseigner la langue seconde parce que ce n'est pas des jeunes qui vont écrire. C'est des jeunes qui vont parler, écouter, mais ils n'écriront pas forcément parce qu'ils font tellement de fautes que... Ils vont plutôt opter pour l'anglais quand ils vont écrire. Bien sûr. Ou leur langue bien maternelle. Sûr. C'est ça. Donc... ce que le Québec, ce que le gouvernement devrait comprendre, c'est que pour tous les immigrants, qui comprennent et qui parlent est plus important que ce qu'ils écrivent. Parce que même, je vois même des francophones, quand ils écrivent, font des fautes, etc. Tant qu'on n'est pas spécialiste de la langue, hein, et je vois ça, c'est pas seulement qu'au Québec, parce que je vois qu'en France, c'est pareil. Il y a même maintenant des ingénieurs en France, des gens qui ont avocats, etc., qui reprennent des leçons de français parce qu'ils écrivent très mal. Donc ici, nous, on a la chance, par rapport à la France, quand je compare à la France, c'est que des jeunes comme ça que j'ai parlent déjà 3 langues. Et se débrouillent très bien avec les 3 langues. Moi, je leur dis toujours, mais continuez comme ça, parce que de toute façon, par rapport à d'autres gens qui parlent qu'une langue, vous aurez, quand vous irez vous présenter un travail, si on voit que vous parlez 3 langues... Vous avez 2 points de plus. 2 points de plus, c'est ça. Donc, c'est ce que je leur dis. Puis, justement, en parlant de la langue française, l'évolution au niveau de, justement, de 30 ans de carrière, comment c'était l'enseignement au tout début versus aujourd'hui, quand tu enseignes, exemple, la langue seconde, est-ce que tu vois une évolution progressive ou régressive? Alors, régressive, je dirais. Parce que, déjà, le gros problème, moi je trouve le gros problème de nos enfants, de nos élèves, entre autres, c'est qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas la faute des élèves, je dis c'est la faute des parents. Il y a un gros conflit, je trouve qu'il y a un conflit qui n'est pas correct entre les profs, les enseignants et les parents. Les parents vont te faire des réflexions en te disant oui, vous faites si mal, mais nous, en tant qu'enseignants, on ne va jamais voir si un avocat fait bien son travail ou si un directeur d'école, un directeur de banque fait bien son travail ou quoi que ce soit. On n'est pas là à critiquer. Alors, donc, il y a ce problème-là, ce qui fait que les parents mettent toutes les responsabilités aux profs. Là, je vois qu'il faut faire l'éducation sexuelle. Pourquoi les parents ne font pas l'éducation sexuelle? Pourquoi? Là, il faut leur apprendre... Puis même en même temps, une distance... oui. Tu constates moi, je pas me une vois distance mal. Professionnelle? Moi, c'est pas du tout dans mon enseignement. Donc, il y a, entre autres ça, il y a le fait que les parents vont dire oui, ils travaillent. J'ai dit, mais quand il y a eu la pandémie, parce que ça a été un gros problème aussi, on faisait ça par ordinateur. Donc, moi, j'ai vu des enfants être au lit. Oui, monsieur, je suis présent, mais ils dormaient encore dans le lit, quoi. Donc, je dis, bon, il faudra peut-être que tu te lèves, on a un cours maintenant, etc. Et les parents te disent, oui, il travaillait, il est dans sa chambre. Mais monsieur, ou madame, est-ce que vous avez été voir dans la chambre? Ouvrez la porte, puis regardez. Il est en train de jouer. Parce que, alors, moi, j'avais une technique, heureusement, j'avais une technique pour les avoir. C'est que j'ai un site internet où j'ai fabriqué des tests, si tu veux, qui se font en ligne. Et là, je vois la liste de tous les élèves.
Donc je vois ceux qui ne sont pas là ou ceux qui jouent ou quoi que ce soit. Donc je pouvais les coincer, ils le savaient ça. Alors moi, mon autre problème que j'avais, c'est que où j'habite, ils étaient en train de refaire tous les balcons, etc. Donc il y avait un bruit pas possible, c'était un vrai enfer. Fait qu'en virtuel, tu avais tout le vacarme de la là. construction. Alors les élèves me disaient, monsieur, ça fait du bruit. Ben, j'ai dit oui, je suis désolé, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Mais là c'est pareil, le virtuel n'a pas été très, très bien parce que on sent que les élèves ont besoin d'un contact. On n'en est pas encore arrivé à pouvoir enseigner comme ça de loin. Ben, tu sais, même les cours à distance à l'université, moi j'en ai fait, je trouve que c'est vraiment moins productif. Puis je trouve qu'il y a le côté de l'expérience qui n'est pas transmis. C'est juste la théorie sans nécessairement l'expérience. Quand on tombe, puis, il y a moins l'échange est moins fluide parce qu'il faut attendre que l'autre aille parler. C'est ça. Fait que là, il y a comme peu il y a pas une discussion qui se crée. C'est un monologue écouté, après c'est l'autre. Fait que je trouve que ça... Ouais, c'est pas une bonne chose. C'est pas encore au point. Peut-être au niveau du travail, je sais pas moi, d'un avocat ou autre chose, mais pour l'enseignement, je ne sais pas encore au point. C'est pas. Pour l'enseignement individuel, oui, mais pas pour un enseignement de classe, etc. Non, il faut. Pour un enseignement par module, c'est comme, je me souviens au secondaire, j'ai fait des modules. Ça pouvait bien se faire, que ça soit en virtuel, poser tes questions à un prof virtuel, mais tu es à module. Mais je pense qu'un cours qui a des... une étape. Ton rôle d'instituteur se voit donc attribuer des charges supplémentaires là, quand on parle d'enseignement sexuel, etc. Est-ce que les outils sont présents pour vous appuyer dans la pratique de ta profession? Ou c'est toi qui dois aussi les créer? Là, dans le public, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de télé. En tout cas, dans le privé, j'avais tout. C'est-à-dire qu'il y avait tout, on avait les ordinateurs, Donc là, dans le public, on a le tableau virtuel, mais bon, qu'on se sert seulement pour présenter certaines choses. Mais dans le public, c'est beaucoup plus pauvre que dans le privé. Hein. Donc on est quand même un peu... laissés à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut préparer, il faut être sûr de quand on arrive en classe, qu'on soit prêt. Et c'est un peu différent, quoi. Beaucoup différent. Mais il faut dire aussi que nos élèves sont beaucoup dans un monde visuel. Hein. Et donc, où on leur a tout donné, où le progrès de la connaissance, elle se résume peut-être en une meilleure compréhension de l'ignorance. Mais si tu veux, ils ne sont pas favorisés dans ce sens-là. Moi, je leur ai demandé en début d'année, question toute bête, je dis, vous avez lu combien de livres? Sur 30 élèves, il y en a 3 qui ont lu un livre et en anglais, alors que moi, pendant les vacances, j'en avais lu 14, par exemple. Et puis, je dis, qu'est-ce que vous faites alors? Et là, je me suis aperçu que les filles aussi font du virtuel, font des jeux, là. Je dis, moi, je suis surpris, je leur dis, qui c'est qui a des jeux informatiques, là? Et tout le monde a levé la main. Mais là, j'ai dit, les filles aussi, vous faites ça? Ben, il dit, pourquoi pas, monsieur? Ça m'a un peu surpris. Mais bon, en tout cas, c'était comme ça. Puis ça, ben, tu le voyais moins dans tes débuts de carrière. Ah bah oui, non, mais ça, oui, c'est sûr. En début de carrière, j'ai commencé en 80... Alors, oui, non, j'ai commencé en 92 parce que j'étais au Grand Nord. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. J'étais au Grand Nord du Manitoba, dans la ville qui s'appelle Le Pas. C'était anglophone avec une rivière et de l'autre côté, il y avait des cris. Okay. J'ai passé une année là-dedans. C'était assez sympa, avec des moins 45... C'est frisqué. Hein? Ouais, c'est frisqué. Puis on sortait le soir, c'était moins 60. Par contre... tu gèles sur place? Ouais. Par contre, on a vu des aurores boréales magnifiques. Ah, ça doit. Magnifique. Mais bon. Mais non, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le téléphone. C'était en balbutiement. Ça commençait, etc. Donc, puis est-ce que c'était une question que tu posais pratiquement à chaque début d'année de toute ta carrière ou c'est la question du livre? Non, parce que dans le monde anglophone... Ouais, mais dans le monde anglophone, ça lit pas beaucoup. Ça lit pas beaucoup. Ça lit pas beaucoup. Ça lit beaucoup en anglais, mais très peu en français. Okay. Dans le public, c'est différent. Comme c'est des élèves, bien souvent, qui sont... moi, je vois dans mon école, c'est quand même... c'est pas des parents socialement très épanouis, je veux dire, entre guillemets, sans les critiquer, hein, je veux dire. Donc, les parents sont pas derrière non plus, ils travaillent beaucoup, donc ils peuvent pas forcément s'occuper de leurs enfants. Donc,
y a pas tortillé. Si on pousse nos enfants, si on s'occupe de nos enfants, on réussira. Moi, en psychologie, à l'époque, on nous avait dit que les meilleurs élèves, ceux qui réussissent plus dans la vie, c'était d'abord les enfants d'enseignants. Après, c'était les médecins, les avocats, etc., etc. Et plus on diminuait, plus les ouvriers, moins il y avait de... Et moi, je pense que ça va aussi au niveau de comment tu transmets la valeur de l'éducation dans ta famille. Tout à fait. Moi, juste en comparativement de chez nous, quand ma mère était là, oui, il faut aller à l'école, C'est ça. puis que du côté plus paternel, que lui, il n'avait pas nécessairement fait des études, fait que lui, il poussait plus le travail. Si tu vas pas à l'école, tu travailles, mais... c'est un juste milieu. C'est ça, exactement, mais je pense que si on met davantage la valeur sur l'éducation, puis on transmet cette importance-là, je pense que ça a un jeu puis Oui, un impact c'est important, c'est sur, important. Mais les parents ont un rôle. des études de l'enfant. Les parents ont un rôle important, sauf que je trouve qu'ils décrochent beaucoup rapidement maintenant. Hein. Alors, bon, ça peut être socialement, parce qu'ils ont un métier très dur, ça peut être parce qu'ils ont une famille nombreuse, il y a plein de critères. La disponibilité. Et aussi la culture. La culture, ouais. Hein, les gens de tel pays n'ont pas la même culture que les gens du Québec ou de France ou n'importe où. Quoi. La culture joue un rôle important. Quoi. Et comment, selon toi, le système d'éducation pourrait prioriser le français, tout en reconnaissant les autres langues de la communauté ethnoculturelle? Ça, c'est difficile à dire, parce que moi je reste persuadé, j'en ai discuté avec la sous-directrice, de faire du français langue seconde pour ces jeunes-là. Maintenant, on n'est pas dans un monde où on lit. On est dans le monde visuel, donc les gens ne lisent même pas... Alors, ils sont dans un monde visuel, ils sont soumis, entre guillemets, parce qu'ils suivent ce que le gouvernement dit, machin, etc. Il y a pas... c'est pas du tout les mêmes valeurs qu'on pouvait avoir, nous, quand on était plus jeunes. Nous, quand on était plus jeunes, on n'avait rien, donc... Vous revendiquez, puis vous c'est ça, on voulait plein de choses, parce qu'on n'avait rien. Alors que maintenant, ils ont tout. Il y a une petite note que j'aime bien, moi, c'est qu'à mon époque, quand nos parents venaient nous chercher, nos parents disaient est-ce que tu as été gentil avec le professeur? Alors on disait oui. Et maintenant, quand les parents viennent chercher les enfants, ils disent est-ce que le professeur a été gentil avec toi? C'est tellement vrai. Quand je faisais des rencontres, j'accompagnais les enseignants dans les rencontres d'élèves. Puis souvent, je trouvais que moi, quand j'étais jeune, c'est bon, ben votre enfant, ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'enseignant doit se prouver aux parents. C'est ça. Puis moi, mais c'était pas le même quand j'étais jeune. T'sais, quand j'étais jeune, c'était comme voici ce que ta fille n'a pas accompli, voici ce qui pourrait être à travailler, puis voici ses comportements en classe. Puis là, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. J'ai pas réussi à faire travailler ça à votre enfant. Voilà. Moi, c'est pour ça que des fois, je me dis, moi ça me dérange pas qu'il y ait une caméra qui filme dans la classe. Parce que les parents ne se rendent pas compte. Un enfant, quand il est chez lui, est totalement différent d'un enfant quand il est dans une école. Totalement. Donc, quand on leur dit, parce que les parents ne vous croient pas, quand on dit, oui, mais il a fait ci, ça. Mais non, mon fils ou ma fille ne fait pas ça. Mais oui, madame, il a fait ça. Mais on ne croit pas. On ne croit pas. Ils pensent qu'on est contre leurs enfants. Et ça, ils ne comprennent pas. Mais bon, comme toujours, comme dans toute société, il y a des bons profs, puis il y a des moins bons profs. Il ne faut pas non plus jeter la balle non, c'est ça, à tout le monde. Puis comme il y a des bons élèves, puis il y a des moins bons élèves. Exactement. Mais moi, l'avantage, comme j'étais rebelle à une époque et puis que j'ai eu pas mal d'un parcours un peu chaotique, je comprends les élèves qui ont des problèmes. Et qui choisissent le parcours chaotique aussi. Et qui choisissent que... Alors, c'est pour ça que je leur dis, montrez-moi que vous faites des efforts. Si vous faites des efforts, moi, je vous mettrai des bonnes notes. Si vous ne faites pas d'efforts... je comprends qu'on ne comprenne pas une règle, qu'on fasse des fautes. Ça, je le comprends tout à fait. Mais tu attribues des points à la persévérance. C'est ça. Comme instituteur de langue seconde, que considères-tu comme une réussite dans l'évolution de tes élèves? Est-ce que c'est quand... Moi, là, j'ai les secondaires 5, donc ils passent l'examen du ministère. Là. Ouais. Donc l'année dernière, sur 33 élèves, je crois que j'en ai eu 16 qui sont passés.
Et bon, je savais qu'il y en a qui passeraient pas. Bon, mais moi, c'est la réussite, c'est de les voir épanouis. C'est-à-dire que moi, je sais qu'on rigole quand même beaucoup en classe. Et quand je les vois sortir, oh, merci monsieur, au revoir, etc., ça, c'est la fierté. Je veux dire, ça montre que le cours est passé, qu'ils ont. Alors, après, est-ce qu'ils ont tout retenu? Pas forcément, Non, mais tu vas répéter au cours d'après, ça va revenir, puis c'est à force de... Et ce que je fais, je leur demande de prendre des notes. Sur certains points, je leur dis, par exemple en grammaire, je veux à tout prix qu'ils aient un cahier de notes. Je dis, ça, c'est un cahier qui vous sera utile jusqu'à vos études cégep à l'université. Donc, non, la fierté, c'est de les voir s'épanouir et puis de les voir grandir. C'est surtout... Là, je parle beaucoup avec mes anciens élèves par Facebook. Oui. Alors, la dernière fois, je me suis fait opérer du genou, donc j'étais dans un hôpital, etc. On vient me chercher pour me faire opérer, et puis là, je croise une jeune fille complètement habillée. Ah, monsieur Soré, comment ça va? Mais j'ai dit, attends, je ne te reconnais pas, là, tu peux retirer un peu? Alors, elle s'est déshabillée, et c'était une ancienne élève qui était maintenant médecin, comment on appelle ça, pour les pieds, etc. Je ne sais plus comment on appelle ça. Pédiatre. Une sorte de pédiatre. Ouais. Non, pas pédiatre. Pas pédiatre, podiatre. Podiatre, ouais. C'est ça. Et donc, on a discuté un petit peu, etc. Et puis, j'ai pas mal d'élèves que je croise des fois de temps en temps. Ils me disent, j'ai beaucoup de médecins. Ben là, j'avais des problèmes de dents. Donc, j'étais voir une orthodontiste. C'était une ancienne élève aussi. Donc, non, c'est ça la fierté, c'est de les revoir après accomplis, c'est ça, qui s'épanouissent, etc. Qui sont contents de nous voir, et puis qu'on est content de voir qu'ils ont réussi dans leur vie, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui qui rend le métier pour nous, malgré tous les déboires qu'on peut avoir, très passionnant, si tu veux. C'est de re-rencontrer des anciens élèves et de dire... partager leur réussite. Et partager leur réussite. Ça, c'est une fierté, ça, c'est sûr. Ben, ça prend un peu le même sens qu'un rôle de parent, je pense aussi. On est un peu parents aussi, hein, de temps en temps. Parce que... vous faites quand même à travers la matière, vous faites de l'éducation populaire, de la vie de tous les jours, de l'institution générale aussi. Puis on fait du civisme, hein, parce que des fois, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Non, ils ne sont pas tellement très... en tout cas. Résultat d'une pandémie mondiale, le manque de personnel a fait en sorte que plusieurs retraités ont été rappelés au front. C'est vrai. Comment as-tu cheminé afin de décider d'aller de l'avant vers ce retour au travail? Parce que, dans le fond, tu as pris ta retraite en quelle année? J'ai pris ma retraite en 80... Attends, on est en combien? En 2019. 2019, puis la pandémie a sonné 6 mois plus tard. C'est ça. Donc, et là, j'ai fait les papiers pour aller à la commission scolaire de Montréal, et là, ils m'ont trouvé des postes tout de suite. Alors, au début, c'était un peu lourd. Là, cette année, je suis bien parce que j'ai juste un cours par jour. Mais quand eux, ils ont décidé de rappeler, qu'est-ce qui t'a motivé, premièrement, pendant la pandémie, de te dire, oui, moi, y aller. Ça fait même pas 6 mois que je suis à la retraite, let's go, tu sais. Déjà, je vis seul, donc le côté social, de rencontrer d'autres profs, etc., de discuter avec eux, de parler de problèmes, des choses, des bonnes choses comme des mauvaises choses, ça, c'est la même chose. De retourner comme travailleur essentiel, puis de dire, moi, je peux sortir. C'est ça. Et puis dire aussi, 1 heure ou 2 heures de cours par jour, c'est bien, c'est pas fatigant, etc., etc. Bon, puis il y a le côté aussi financier, parce qu'ils nous payaient le double, parce qu'on était retraités. Donc, c'est vrai que c'est alléchant. C'est alléchant, c'est ça. Mais c'est surtout le côté social, et puis renseigner, parce que c'est un truc que j'aime bien, quand même. C'est quelque chose que j'aime bien, et puis que tu vois, bon, là, j'ai une nièce qui a repris ses études aussi, qui a fait un peu le même système que moi. Donc, je l'encourage assez pour... C'est quoi les défis que tu as rencontrés en retournant justement enseigner, mais en pandémie? Double défi, parce que moi, comme j'ai fait que du privé, me retrouver dans le public, c'est un peu choquant. Parce que moi, dans le privé, ma plus grosse classe que j'ai eue dans ma carrière, c'était 26 élèves. Sinon, c'est 12. C'est quoi la différence? Là, j'en avais 33, 34. Donc, une salle pleine. Quand tu corriges, etc., ça te prend du temps. Alors que quand j'étais dans le privé, ça me prenait peut-être 2-3 jours pour corriger. Là, t'en as pour une semaine. Là, j'en ai pour une semaine, donc c'est déjà plus compliqué. Et puis, non, le fait de vouloir renseigner, d'apprendre des choses,
non, puis de faire du social aussi, c'est ça aussi qui est sympa. Puis l'ajustement entre le privé puis le public. C'est que tu es laissé plus... dans le privé, tu as toute une structure qui fait que si l'élève a des problèmes ou quoi que ce soit, on l'écarte, etc. Ici, dans le public, tu as un élève qui a un problème, il reste dans ta classe et c'est à toi de te débrouiller, etc. Donc, c'est pas du tout... côté financier n'est pas là dans le public. Hein, donc, ça pose plus de problèmes. Tu manques de ressources, exactement, de ressources humaines supplémentaires pour t'accompagner dans d'orthopédagogue, tu n'as pas d'orthophoniste, tu n'as pas Alors que moi, dans ma dernière école, il y avait tout un bureau où ils étaient 4-5 là-dedans. Donc, ça fait une grosse différence. Ouais. Hein. Que là, il y en a qu'un. Des éducatrices spécialisées, tu vas en avoir un peu plus aussi au pied carré. C'est ça. non, mais c'est ça. C'était que dans le public, tu n'as pas tout ça. Quoi. Bon, non, souvent, tu te retrouves pour une école secondaire avec 3 éducatrices. C'est ça. C'est le problème. Par niveau, tu sais, mais quand même, c'est pas assez. Non, c'est sûr. Je t'écoute et je vois... encore une fois, des étincelles. Est-ce qu'on peut affirmer que pour toi, enseigner, c'est une passion? Ah oui, tout à fait. Si je pouvais, parce que, je vieillis quand même, je ne sais pas si l'année prochaine, parce que ça devient des fois fatigant. C'est pas fatigant rentrer dans la classe, c'est tout ce qui est à côté. Oui. Les rencontres de parents, les corrections. Les corrections. Les corrections, ça peut aller encore, c'est pas ce qui me décourage. Mais là, je travaille avec des gens où je suis pas tout à fait d'accord avec leur système, etc. Mais comme on travaille en équipe, il faut que je m'adapte, même si, en tout cas. Donc, c'est tout le côté à côté de l'enseignement, si tu veux. Une fois que j'ai fermé la porte, là, je suis bien. Mais c'est avec quand tes élèves, ce rôle-là, ça me convient. Je pense que ça te donne une drive puis une énergie d'être avec les élèves. C'est ça. Ça, c'est comme... C'est ça. Tu montes de même, mais c'est quand que tu t'en mais aussitôt que tu ouvres la porte, là, t'es dans tout... T'es dans le système et puis c'est moins bien. Quoi. Ça m'amène à une question. La différence entre ton groupe de profs au privé versus ton groupe de profs au public, est-ce que tu as trouvé ça aussi difficile, l'adaptation? Oui, dans le privé, ils sont un peu... comment je pourrais te dire ça? Mais même dans le public, ils sont... tu vois, moi, je donne tout, mais tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fait, je le donne à tout. Tu le partages. Je partage. Alors que dans le public, pas du tout. Et puis dans le privé, si tu travailles avec la même personne, oui, mais sinon, non. Puis t'es mieux de me nommer, là. Ouais, c'est presque ça, c'est ça. Alors que moi, j'ai jamais marqué mon nom en dessous pour dire ça m'appartient ou quoi que ce soit. Créé par telle année, revu par telle année. Non. Et puis, je trouve que les profs n'ont pas confiance en eux. Ils se cachent, au lieu de travailler en équipe, ils se cachent. Ils veulent pas... moi, je leur ai donné des compréhensions, des écrits, plein de choses. Même comment je veux dire, là, je suis en train de distribuer tous mes classeurs de notes, machin, etc., à différents profs. Alors qu'avec ceux que je travaille actuellement, ils ne donnent rien, ils gardent tout, comme s'ils avaient peur que je critique quoi que ce soit. Non, dans le fond, c'est juste pour t'en inspirer, tu sais, c'est comme... c'est ça. Puis je veux dire, moi aussi, je fais des erreurs de temps en temps. On est humain, quoi, je veux dire. Donc, ok, j'ai fait une erreur, tu la corriges, et puis terminé, quoi, c'est tout. Non, c'est pas du tout la même chose. Que ça soit privé ou public, le prof est pas sûr de lui, je trouve. Mais maintenant, avec l'expérience, peut-être que moi, je me sens... Mais on se sent jamais sûr, parce que, surtout quand on a des échecs, quand on voit sur 30 élèves, t'en as 16 qui ont réussi, puis les autres, en tout cas. Mais tu te remets en question en te disant, ouais, mais est-ce que... Puis en fin de compte, tu te dis, que c'est moi? C'est pas moi. Moi, j'ai passé ce cap-là. Je dis, non, c'est pas moi, je sais ce que je fais. Toi, tu sais que tu as donné ton 110% à toutes tes périodes. C'est ça. Je sais ce que je suis, je sais ce que je fais. J'ai pas à me poser de questions. C'est pas moi le problème, c'est eux. Étant un aîné, mais aussi retraité, mais également un revenant professionnel, comment vois-tu ton avenir après l'enseignement? Oh là, d'abord rester en santé, si c'est possible. Ça, c'est la première chose, parce qu'en vieillir, c'est pas forcément toujours très très bien. Mais je fais beaucoup de sport, je fais du sport tous les jours, donc j'ai pas de problème. Alors après, ce que je veux faire, c'est je veux me lancer un peu dans la sculpture, par exemple. Quel type de matériaux?
Argile pour commencer, puis après on verra. Ça, je veux suivre des cours de ça. Essayer de voyager un petit peu, mais c'est pas... oui, voyager quand même. Là, j'ai décidé de retourner en France en 2025, quitter le Québec pour rentrer en France définitivement. Donc, je me dis, revoir des copains, comme je suis motard, d'aller faire des balades en moto à droite à gauche, voir passer du bon moment avec mes amis, et puis essayer de vieillir, puis me rapprocher. Tu vas toucher à l'aviation? Le problème de l'aviation, j'ai un copain qui a un avion en France, mais le problème c'est que ça coûte cher maintenant. Donc là, on s'en parlait. Ça coûte une retraite. Peut-être pas une retraite, mais là on se parlait la dernière fois. Il me dit si je vole, ça me coûte 500 € pour même pas 1h30 si tu veux. Donc parce qu'en plus il a son propre avion, donc c'est sûr qu'après ça coûte cher si tu veux. Mais bon, je sais qu'on volera quand même une fois ou deux fois dans l'année. Ça, je suis certain, donc ça, c'est certain. Mais bon, surtout, puis aller voir ma famille, voir mon frère qui est dans le sud, parce que je m'entends bien avec mes neveux et nièces. Donc non, je vois la vie paisible, etc., de finir en essayant d'être le moins malade possible. Et puis... Évidemment, on souhaite la santé. On souhaite à tout le monde. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est de perdre la tête quand même. Oui, hein. Sachant, c'est ça qui m'inquiéterait. Le reste, surtout qu'elle a travaillé toute ta vie. C'est ça. Le reste, c'est pas. Le reste, après, c'est de l'usure normale. Ouais. Donc, si tu avais un message à partager avec tes collègues enseignants de tout âge, que ce soit la nouvelle génération ou ta génération, qu'est-ce que ça serait? Moi, je dirais travailler, parce que c'est utile pour le bien-être, s'épanouir, et faire du sport. Ça serait mes trois choses. Parce qu'on s'épanouit en travaillant, je trouve. Parce qu'on rencontre des gens. Voyager aussi, forcément. On rencontre des gens, on discute avec les gens. En tout cas, c'est tout un ensemble. Surtout en fin de vie, je trouve qu'il faut profiter à fond parce qu'il ne nous reste plus longtemps à vivre quand même. Par rapport à notre jeunesse. Par rapport à ce que vous avez vécu. Par rapport à ce qu'on a vécu, on est plus près du bord que de l'autre côté. Oui, donc c'est un peu ça que je pense il faut s'épanouir, faut lire, faut faire du sport, faut voyager un petit peu, faut varier nos occupations. Varier nos occupations, avoir des bons amis autour de soi, la famille, pas toujours parce que des fois on a des différends avec la famille, mais les amis, comme on dit, on choisit nos amis, on choisit pas la famille. Ouais. Mais donc cette famille, dans le fond, l'amitié construit cette famille-là aussi. Tout à fait. Donc non, c'est ça. Il faut profiter de la vie qui nous reste à vivre. Nous arrivons au moment de vérité. Comment considères-tu que le système de santé prépare l'avenir pour les retraités? Là, ça, c'est une question qui me fait peur, ça. Parce que je trouve que leur système n'est pas au point. Alors, on commence à parler de l'aide à mourir, d'euthanasie, etc. Moi, ça me plairait, ça. J'ai toujours dit, j'ai des amis qui sont médecins, j'ai toujours dit à ma copine qui était médecin, j'ai dit, le jour où ça ne va pas, tu me piques et puis c'est fini, on arrête là. Donc, pas d'acharnement médical. Pas d'acharnement médicaux ou quoi que ce soit, médical ou quoi que ce soit. Alors, par contre, les résidences pour les personnes âgées, je trouve que, ou les EHPAD, ou tout ce qu'on appelle ces systèmes-là, moi je trouve que c'est des mouroirs. C'est-à-dire qu'on rentre là-dedans, on n'a pas le moral, on voit que des personnes âgées. Alors, j'ai vu plusieurs reportages où ils commencent, en France, je ne sais pas ici s'ils le font, mais j'ai vu en France, où ils mettent des enfants de maternelle ou première année avec les personnes. Ils font les garderies, les éducatifs avec les réserves. Et ou alors ils vont manger le midi à la cantine avec les jeunes, etc. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Mais moi, j'éviterai toujours d'aller dans ces mouroirs tant que je peux. Alors, quand j'étais jeune, j'avais toujours dit avec des copains, on va se faire une maison, là, avec tous les vieux, on va se retrouver là, pour notre fin de vie, on partage des chambres ou quoi que ce soit. Je trouvais ça, c'était pas mal. Je trouvais que c'était une bonne idée. Maintenant, est-ce que ça se fera? Je ne sais pas, mais aller dans des EHPAD
ou dans des résidences de Ou des CHSLD, ressources intermédiaires. Ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a bougé à droite à gauche, de me retrouver avec des personnes handicapés ou vieux. En perte d'autonomie. Là. En perte d'autonomie ou quoi que ce soit, ou même moi qui suis en perte d'autonomie, je veux dire, Vivre la perte d'autonomie, ça me fait peur. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport, pour essayer de me garder en forme, pour maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. C'est ça, mais ça me fait peur. Juste pour l'auditoire, le EHPAD, c'est les équivalents des CHSLD en France, c'est bien ça, hein? C'est ça. Donc, tu dis vouloir retourner justement en 2025 en France. Est-ce que la société européenne est plus propice pour une population vieillissante, selon toi? Non, je pense que c'est le problème de tous les pays. C'est-à-dire que... on veut pas, on n'accepte pas qu'on vieillit, fait que on veut ça. pas, il y a aucun système qui est prêt au qui est vieillissement. mieux que ça soit au Québec ou en France, les systèmes sont dans c'est le ça. déni, C'est ça. Les systèmes sont pas mieux. C'est pas mieux. Et, je vois, moi j'ai 2 tantes qui sont dans des EHPAD. Bon, il y en a une qui a l'Alzheimer, mais l'autre, c'est ma marraine qui vit toujours. Je vois que quand je vais la voir, ça me fait peur. Ce que j'entends, c'est que toi, au niveau des soins de santé, que ce soit l'Europe, que ce soit ici... C'est la même chose. J'ai entendu aux Pays-Bas qu'ils avaient commencé les résidences intergénérationnelles avec des étudiants versus les retraités, puis qu'il y avait un genre de collectivité qui se créait. Ça, c'est bien. Ça, oui, exactement. Ça, je trouve que c'est un bel exemple. Mais est-ce que tu crois que ça serait un bel exemple à appliquer dans... Tant que tu es autonome, oui. Mais le jour où tu n'es plus autonome, tu ne peux pas demander à un étudiant de te laver ou quoi que ce soit. Mais tant que tu es autonome, je trouve que c'est une très bonne solution de partager avec un jeune, de l'aider financièrement, entre guillemets. Et puis, tu dis, moi, je te donne la chambre, éventuellement, on mange ensemble. Puis tu es là pour... Des heures de bénévolat en échange. C'est ça, de certaines choses, etc. Du logis. Du logis, oui, c'est ça. Donc là, moi, je serais partant là-dedans. Tout à fait partant. Ça serait d'abord parce que, en tant qu'enseignant, moi, ça me permettrait de rester toujours dans le milieu, de m'intéresser, parce que je m'intéresse. C'est ça, et puis je m'intéresse toujours à ce que font des étudiants en général, que ça soit dans n'importe quel domaine. Et puis pour la sécurité, tu as moins d'angoisse peut-être, je sais pas, tu te sens bien de partager avec quelqu'un, c'est tout. Et puis tu restes toujours, c'est ça, à l'affût de la nouveauté aussi. Tout à fait aussi, donc, tout à fait. Mais ça, avec l'informatique... Mais ça, avec l'informatique, ça aide quand même pas mal. Parce que l'informatique t'aide quand même beaucoup à rester dans le monde actuel quand même. Hein. Que ce soit au niveau de l'information, que ce soit à n'importe quel point de vue, tu es toujours là. Avec 30 ans d'expérience dans l'enseignement, si tu avais la possibilité de t'asseoir avec le ministre de l'Éducation, en tête-à-tête avec lui, que lui dirais-tu? Je lui dirais qu'il faut la jeunesse, c'est l'avenir. Hein. Plus ils sont éduqués, plus le pays est riche. Moins ils sont éduqués, moins le pays est riche. Donc, moi, je leur dirais la première chose, c'est de mettre beaucoup plus d'argent, ça c'est sûr, mais de lui dire de faire des classes moins nombreuses. Aussitôt qu'il y a des cas bien particuliers, l'attraper cette personne et puis de le mettre de côté, de ne pas le lâcher. Et puis, dire aux parents qu'ils n'ont pas à s'occuper de ce que font les enseignants ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est un gros problème aussi, les parents. Donc, de faire des lois... Le parent doit être un pilier avec l'enseignant et non pas un compétiteur. Ce qui n'est pas actuellement, c'est pas du tout ça. Les parents, c'est mon enfant, c'est le meilleur, c'est le plus beau, etc. Mais non, c'est pas le meilleur. Le parent ne doit pas être un arbitre envers c'est ça. Il faudrait que... Mais la première chose, c'est diminuer le nombre d'élèves dans une classe. Parce que 30 élèves dans une classe, à gérer ça... c'est pas évident parce que tu vois les faiblesses des gens, mais tu peux pas. Soit tu favorises la faiblesse, soit tu favorises l'excellence. Ouais. Et ça, c'est pas bon.
essayer de faire un tri entre l'excellence et la faiblesse, et puis mais bon, c'est de l'utopie parce que ça se fera jamais, quoi. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Et ça sera toujours le problème de l'enseignement. Et puis comme on est dans un monde virtuel, visuel, je ne sais pas l'avenir, ce que nous réserve l'avenir, mais bon, ces jeunes-là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. De toute façon, déjà, il y a des métiers qui n'existent pas actuellement, qui existeront dans 10-15 ans, comme il y a des métiers qui existent actuellement, mais qui n'existeront plus. Donc, non, je crois que l'avenir, le progrès, c'est l'avenir, mais bon, comme tout progrès, c'est pas toujours bon, le progrès. Donc c'est ça. Il faudrait, Monsieur le ministre... Puis par curiosité, dans 1h15 de classe, combien de temps t'accordes à l'enseignement et combien de temps t'accordes à la discipline? Je dirais que la discipline, ça c'est... je pars toujours du principe, et ce que je dis à tous les jeunes, quand ils commencent, le premier jour de classe, une vis, c'est plus facile à dévisser qu'à visser. Donc, il faut que tu sois très ferme le premier jour. Si le premier jour et le deuxième jour, tu es très ferme, tu es sûr que ton année va se passer sans trop de discipline. Alors, forcément, il y a toujours des disciplines à faire, n'est-ce pas? Ils parlent en classe pendant que toi, tu parles. Donc là, tu es obligé de les reprendre, etc. Mais je dirais 5 minutes de discipline parce que les élèves... Bon, il y a aussi le problème du téléphone, là, mais bon, c'est un peu ma faute aussi, parce que le téléphone... on a une boîte, je pourrais dire, quand vous arrivez en classe, vous mettez tous vos téléphones dans la boîte, et puis moi, je leur ai dit, je vous fais confiance. Donc, en début d'année, pendant, je dirais, 5 mois, 5-6 mois, ça marchait bien. Là, en ce moment, mais comme c'est des secondaires 5 et puis qui terminent, qui ont déjà fait leur demande au cégep, etc., commencent à arrêter, là. C'est ça. Mais bon, en discipline, non, je dirais 5 minutes de discipline, pas plus. Est-ce qu'il y a plus de discipline au privé ou non. au public? C'est pareil? C'est pareil. Je dirais le niveau de tanin est équivalent. C'est ça. Je dirais qu'au privé, le problème est plus persistant des parents que dans le public. Il y a plus de discipline à faire au niveau des parents. Oui, c'est ça. C'est que les parents ne sont pas toujours... moi, je me suis vu des fois... Collaboratifs. Non. Il y en a qui sont tout à fait collaboratifs. Mais il y en a où c'est l'enfant et roi et quoi qu'on dise, ça ne marchera pas. Parlant de jeunesse et d'avenir, nous abordons le segment mécanisme social. As-tu un projet que tu voudrais présenter à nos engrenages, notre auditoire? Alors, j'ai toujours rêvé, je ne sais pas si j'arriverai à le faire, c'est de financer l'école d'un enfant de n'importe quel pays pour la société, pour son futur. C'est-à-dire que je le prends en première année et je paye ses études jusqu'à la fin de son cycle, si tu veux. Et ça a toujours été quelque chose que j'avais en tête, etc. Alors, peut-être que je sais pas, je vais peut-être faire ça. Mais avant de faire ça, il faut que je tombe sur un enfant qui ait quand même une certaine intelligence, puis que je vois qu'il veut s'en sortir. Il faut quand même certains critères. Oui, c'est tu ça. Peux pas prendre un pauvre enfant qui a... Est-ce que tu crois qu'il y a déjà peut-être des programmes qui existent de parrainage dans ce style? Oui, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse, les parrainages. Oui, il y en existe, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux aller sur le terrain, dire, ben voilà, toi, jeune homme, tu m'as l'air d'être bien, machin. J'ai vu ton potentiel, etc. Je veux te payer tes études, etc. De toute façon, ça coûte pas forcément des fortunes non plus. Mais en même temps, à l'âge que tu veux commencer, je veux dire c'est que tu ça, as vu son potentiel, il n'a pas vécu la crise d'adolescence encore. Non, puis le problème aussi, c'est l'âge, quoi. Je veux dire, est-ce que je pourrais lui donner de l'argent, c'est qu'à la fin, je peux toujours faire un testament, c'est sûr, mais bon, en tout cas, c'est un de mes projets. Tu as âgé maintenant d'une 60aine d'années, tu prévois ta 2e retraite en France pour 2025. En regardant ton parcours de vie, quel héritage désires-tu léguer à tes proches et à ta communauté? Ma joie de vivre. Ma joie, tout ce que j'ai fait, de partager tout ce que j'ai fait. J'ai une vie, je trouve, formidable. Non, c'est ma joie de vivre. Bien remplie.
bien rempli. Bien rempli, il y a toujours on peut toujours mieux faire, mais non, c'est ça, joie de vivre, dire la vie n'est pas finie, on a encore plein de choses à vivre. Rester dans le positif. Rester toujours dans le positif. Moi, Même dans les moments un peu plus difficiles. Je suis très peu pessimiste. Je suis très peu pessimiste, je suis plutôt optimiste. Donc, non, c'est ça, c'est de rester, être entouré de gens qu'on aime et puis de profiter de la vie. Et puis, non, c'est ce qui est le plus beau, quoi. Et de mourir le plus tard possible. En santé. En santé. Sinon, on arrête. Sinon, on arrête. Sinon, on se fait piquer, comme on dit. Ta joie de vivre, c'est un beau cadeau que tu veux laisser. Tu t'es adressé à tes collègues, instituteurs et au ministre de l'Éducation. Maintenant, quel message veux-tu laisser ou offrir aux jeunes et aussi à tes étudiants actuels? Qui réussissent dans leur vie, qui s'épanouissent, comme je disais tout à l'heure, et puis qui soient heureux, mais heureux d'un rien, pas heureux avec tout, heureux avec un rien. On peut être très heureux avec un rien et être entouré de gens avec qui on partage beaucoup de choses. Et surtout, cette espèce d'entourage n'est pas social. On peut avoir des amis médecins comme des amis balayeurs, comme des amis... de ne pas faire de classe sociale. Moi, j'ai toujours été contre ça, de dire celui-là, je ne lui parle pas parce qu'il est balayeur, ou celui-là, je ne lui parle pas parce que... Chaque bagage de vie apporte un plus à ta personne. C'est ça. Que tu sois de n'importe quel... comment je veux dire... classe sociale. Eh bien, c'est pas grave, tu as toujours quelque chose à nous apprendre. Oui, exactement. Puis je crois que même, c'en est plus constructif parce qu'après, tu en fais des liens, puis de pourquoi tu vis ça, ces difficultés-là versus... C'est ça. Il y a quelque chose à faire, à bâtir. C'est ça. Et puis tu comprends aussi... la mixité. Oui, et puis tu comprends aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance ou pas l'éducation ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est important. Oui. Puis c'est d'y aller sans jugement, de surtout, rentrer en relation sans jugement. Mais je pense que dans l'enseignement, on ne juge pas nos élèves. Parce que sinon, si on juge, ça ne te fait pas, quoi. Tu finirais avec des favoris, puis tu aurais peut-être juste 5-10 élèves avec qui tu t'enseignerais réellement au lieu des 30. Non, tu ne peux pas juger. On ne juge pas en enseignement. Merci beaucoup pour ce moment ensemble. Ça m'a fait plaisir. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Tout à fait. C'était très sympa, très agréable. Moi, je suis contente d'en avoir appris davantage. C'est bien. Je suis content aussi. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur Facebook et Instagram. Donc, restez des nôtres sur Mauve Senior et on se revoit dans 2 semaines. À bientôt!